Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de tests de charge. Donc avec Gatling. Je me présente, je m'appelle Gauthier Poulet, je suis développeur chez Gatling. J'ai un compte Twitter, j'ai un compte GitHub sur lequel je mettrai les sources de ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors Gatling, c'est une compagnie qui est basée à Paris. On est 36 pour l'instant et la boîte grossit, grossit, grossit. Et ce qu'on fait, nous, c'est des tests de charge. Et on les fait bien. On est surtout une boîte tech. Et donc, on est à fond dedans. Et voilà, ça, c'est cool. Si ça vous intéresse, on recrute. Alors, avant de se demander qu'est-ce que sont les tests de charge, on va se poser la question de pourquoi faire des tests de charge. Alors, dans le monde de l'ingénierie, aujourd'hui, on arrive à vacciner un nombre de personnes très important, des centaines de millions, sans décimer la population mondiale. On arrive à faire voler des avions tous les jours sans qu'il y en ait les trois quarts qui tombent. On arrive à faire rouler des trains, on construit des monuments qui peuvent rester plus d'un siècle debout. Sauf dans l'IT, où il y a toujours une quantité phénoménale de crash, il y en a toutes les semaines. Là, récemment, il y a un célèbre jeu qui est sorti sur Steam et les gens ne pouvaient pas le télécharger parce que le serveur était HS. Et pourquoi est-ce que ça arrive? C'est que quand on va faire une mise en production, on va regarder que tous les tests sont ouverts, puis on va se dire, bah, YOLO, c'est parti. Sauf qu'en fait, bah, ces tests fonctionnels ou ces tests manuels, eh ben, ils ne reflètent pas les conditions de prod. Donc, bah, il se passe des choses en prod qui n'ont pas pu être testées et que donc bah, on n'a pas reproduit, donc on n'a pas corrigé. Alors pourquoi se soucier de faire des tests de charge? On peut avoir beaucoup de monde sur son site, on peut avoir des pics saisonniers, par exemple pour les soldes ou pour le lancement d'un produit. Souvent, quand on arrive dans un projet, on a une application, puis elle grossit, on rajoute des fonctionnalités, et donc ben, on a des crashs, on a des ralentissements, parce que ben, c'était pas prévu pour ça. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que vous allez avoir votre marque qui va avoir l'image abîmée, parce que ben, derrière vos clients, ben, ils vont dire, bah non, ben, le logiciel, il marche pas bien, donc c'est quand même dommage. Donc peut-être qu'ils vont rester pour l'instant, mais ils vont chercher à partir au bout d'un moment. Donc je pense que tout le monde est concerné. Alors, il y aura toujours des gens qui vont dire, ah oui, mais nous, on n'est pas concernés. On n'a pas beaucoup de gens qui viennent, sauf que ben, quand on est en environnement QA, il y a des choses qu'on n'arrive pas à reproduire. Par exemple, des deadlocks. Vous avez deux transactions qui se passent en même temps, elles se bloquent mutuellement. Voilà, vous êtes coincé. Ben, quand vous testez à 15 users, forcément, ça n'arrive jamais. Vous pouvez avoir des race conditions, des microservices que tout le monde appelle, et puis ben, forcément en environnement de QA, ça n'arrive jamais. Vous pouvez avoir des bugs type celui d'Hibernate N plus 1 QL. Vous pouvez avoir, on n'a jamais vu ça dans les mutuelles Nurtez, tout le puits de données qui remonte parce que en fait on a demandé la liste de devis d'un client, il a fait 200 devis parce qu'il ne sait pas quelle voiture il va acheter. Donc il a testé toutes les voitures, tous les types de contrats, et puis ben, quand il va sur son espace personnel pour remonter ses devis, eh ben, ça fait tout tomber. Voilà. Et puis, vous pouvez avoir aussi des fuites mémoire. Si votre appli tourne tout le temps, quand on est en environnement QA, on la redéploie plusieurs fois par jour. Donc, bah, il y a des petits bugs qu'on ne peut pas forcément voir. Autre chose aussi, bah, il va y avoir des gens qui vont nous dire, bah oui, mais nous, on scale, donc on va mettre plusieurs instances. Sauf que bah, quand on scale, bah, ça met plusieurs minutes à démarrer déjà. Et ensuite, ben, il vaut peut-être mieux avoir deux trois instances qui tournent bien et qui absorbent la charge, plutôt qu'en avoir 50. Déjà, ça va vous coûter très cher. Et puis ensuite, eh ben, c'est autre chose à gérer. Donc, c'est pas forcément ce que nous, chez Gatling, on conseille. Et ensuite, ben, aujourd'hui, tout le monde a des architectures en microservices. Et quand on est en prod, ben, on a toujours les mêmes briques qui sont appelées par tout le monde. Et quand il y en a une qui tombe, il y a tout le reste qui tombe. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que sont les tests de charge. Qu'est-ce que ne sont pas les tests de charge? Les tests de charge ne sont pas des tests de WebPerf. Ce n'est pas du WebDriver, du Selenium. C'est pas le navigateur qu'on teste. On ne lance pas de navigateur LS, tout simplement parce que ça coûte beaucoup de ressources. Et donc, si on veut reproduire beaucoup de trafic, on aurait besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de machines. Et donc, ben, c'est pas ce qu'on fait nous. Le test de charge, c'est générer du trafic réseau. Donc ça veut dire on crée des virtual users, mais c'est des vrais utilisateurs pour l'appli. Donc elle les ressent comme des vrais utilisateurs. On va essayer de reproduire les conditions de production. Donc l'idée, c'est de se fixer des règles de performance et se dire, par exemple, ben, on considère que 2 secondes pour afficher le page, ça passe. Au-dessus, ça passe pas. Et donc on va analyser les erreurs, on va essayer de les corriger et on va relancer les tests. Donc c'est un processus qui est itératif. Trois concepts. Alors les virtual users, je viens d'en parler.
chaque virtual user a son propre état, ses propres données. Il peut avoir un token avec ses informations à lui. C'est pas le même user qu'on renvoie. Donc pour ça, il faut un jeu de données avec un fichier CSV par exemple, avec plusieurs types de users, parce que si vous testez pas vos administrateurs, bah, peut-être que votre espace d'administration il est buggé, donc ce serait quand même dommage. Ces virtual users, on va leur faire exécuter un scénario. Ce scénario, c'est un parcours utilisateur. Donc il arrive par exemple sur votre site, il va cliquer sur des petits boutons, il va chercher un produit, puis il va l'ajouter à son panier, et puis bah, il va payer. Et ensuite, troisième chose, le profil d'injection. Ce profil d'injection, c'est quelle stratégie on va utiliser pour envoyer ces users sur votre application. Alors une petite parenthèse sur modèle ouvert et modèle fermé. Un modèle fermé, c'est par exemple quand vous êtes dans un magasin et que vous faites la queue. En fait, le magasin, pour absorber la charge de client, ce qu'il va faire, c'est vous faire poireauter à la porte comme devant chez Orange. Et puis quand il y a de la place, les gens rentrent au fur et à mesure. Donc en fait, il y a un nombre de caisses, par exemple, et les clients sont coincés, ils attendent. Le modèle ouvert, c'est YOLO, n'importe qui peut rentrer et on ne peut pas contrôler qui vient. C'est ce qui se passe sur la plupart des sites internet, puisque quand le site rame, tout le monde fait F5 50 fois jusqu'à ce que le site marche. Et voilà, et donc il faut gérer ça. Et donc, une des erreurs qu'on retrouve, c'est que par exemple, certains clients qui ont des boutiques en ligne pensent que, comme ça correspond à leur boutique physique, ils ont un modèle fermé, mais non, ils ont un modèle ouvert. À part les sites de jeux vidéo qui, par exemple, ont une file d'attente pour aller se connecter à un serveur de jeu, ou alors les sites de ticketing, tous les autres, à 99,9%, ont un modèle ouvert. Alors maintenant, on va voir quelques différents types de tests de charge. Premier, moi que je trouve le plus intéressant, le test de capacité. On va envoyer des users par palier. Donc on va augmenter petit à petit le nombre de users en même temps sur l'application. Et avec ça, on va pouvoir détecter la charge maximum à partir de combien de temps ça part en vrille. Un autre type de test, c'est le stress test, qui est assez connu, je crois. On va par exemple, pour simuler des soldes, ou alors un spot télé sur lequel il y a votre site qui est référencé. Voilà, on va faire ce type de test pour derrière envoyer plein de users en même temps sur un petit temps, et voilà, et voir ce qui se passe. Un troisième type de test, c'est le soak test. Alors l'idée, c'est de laisser, là dans l'exemple, on va laisser pendant 24 heures le site tourner. C'est là qu'on va voir par exemple des fuites mémoire. Chose qu'on va pas pouvoir voir en dev parce qu'il n'y a pas beaucoup d'users, ou alors que l'application est redéployée souvent. Je pense qu'on a tous un collègue qui redéploie tel ou tel microservice tous les matins, et quand il est en vacances, on se rend compte qu'en fait on a des problèmes, et on ne le savait pas avant. Et alors un dernier type de test de charge, qui n'est pas vraiment un test de charge, mais ça s'appelle le smoke test. En gros, on vérifie que notre test est valide en faisant pour un utilisateur dérouler tout le scénario, mais comme ça on vérifie que le test est encore valide. Parce que si par exemple vous utilisez des tests de charge que pour certaines campagnes, une fois ou deux dans l'année, si personne ne maintient les tests, quand vous allez vouloir relancer 6 mois plus tard, ils ne marcheront plus. Avec ça, si on le lance très souvent, ça coûte pas cher et on est sûr que le scénario est encore valide. Ok. Je vous propose de voir comment on fait avec Gatling. Alors, première étape, je vais sur le site gatling.io et je vais télécharger ce qu'on appelle le bundle. Je clique sur Gatling et là, j'ai un bouton Download Now. Donc je clique et ça m'a téléchargé un fichier. Voilà, alors c'est un petit peu long. Bon, je l'ai dézippé déjà un petit peu à l'avance pour des fois qu'il y ait des petits aléas pendant la présentation. Et on va aller regarder ce qu'il y a dedans. Donc j'ouvre mon IDE. Est-ce que vous voyez bien? C'est assez gros? Ok. Alors on a un dossier bin qui contient 2 exécutables. Il y en a un pour Windows et puis un pour Linux et Mac. On a un petit dossier de configuration qui ne va pas nous intéresser. Plein de lib. Plein de petits fichiers. Puis on a un dossier user file, c'est là qu'on va mettre nos simulations. Alors je ferme ça. Et nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est le recorder. Alors on va ouvrir une console. Et donc là, je suis dans le dossier du projet. Je vais dans le dossier bin. Et je lance un /recorder.sh. Je sais pas si c'est assez gros.
c'est bon. Ok. Donc c'est une application faite en Scala, client lourd, et donc on va choisir le HR Converter. Ok. Alors l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on crée une simulation avec Gatling de façon simple, sans trop se fatiguer. On va aller sur un site bidon qu'on utilise nous pour tester Gatling, qui s'appelle Computer Database. C'est un site où on peut aller, on a une liste d'ordinateurs avec des marques, et puis on peut aller le modifier, supprimer, un site cru de tout ce qu'il y a de plus normal. J'ouvre ma console JavaScript, et je vais aller dans l'onglet Réseau, ou Network si vous êtes en anglais. Et alors là, je vide tout ce qui se passe, et je vais aller enregistrer ce qui se passe en flux réseau. Donc je fais un petit F5. Hop. Donc là, j'ai ma page qui s'est chargée. Puis je vais par exemple faire une recherche. Donc je vais taper Mac dans la recherche. Là, il m'a trouvé des résultats. Je vais prendre par exemple le premier item. Je vais changer un petit truc là-dedans. Et puis je vais faire save. Ok. Donc un parcours d'utilisateur ferait qu'on pourra sur un site de e-commerce juste pour faire une recherche, modifier quelque chose. Voilà. On a fini. Je prends ma liste de requêtes et je fais enregistrer au format HR tout le contenu. Je l'enregistre. Il atterrit dans mon dossier de Node Chrome. Normalement. Il est là. Alors si on regarde ce que c'est un fichier texte qui contient les différentes pages que j'ai visitées. On va retourner sur le recorder et on va faire un petit browse sur ce fichier. Il s'appelle comment? Computer Database, je crois. Où est-ce qu'il est? Computer Database. 8 septembre, 17h29, c'est lui. Je l'ouvre. Et donc je laisse toutes les options comme elles étaient. Je vais donner un nom de package, donc je vais l'appeler Jug. Et je vais cocher No Static Resources. On va éviter de récupérer tout ce qui est les photos, les images, parce qu'en fait c'est pas ce qu'on enregistre. Nous ce qu'on veut c'est vraiment interroger le serveur tel qu'il est interrogé par un utilisateur. C'est la charge serveur qu'on cherche à... Parce que si par exemple vous mettez les images, vous avez fausser un peu le test parce que si vous avez bien fait les choses c'est sur un CDN et on va pas tester un cache. Ce qu'on veut c'est vraiment tester notre serveur. Je fais Start, c'est déjà fini. La simulation a été générée. Si je regarde ici, mon package a été rajouté, comme je l'avais demandé. Alors, donc, la simulation porte le nom que j'ai demandé, elle étant une classe simulation. Alors, c'est du Java. Donc, on a un protocole HTTP qui est défini. Et alors là, j'ai des headers que je m'en fiche dans ce cas précis. On peut en avoir besoin si, par exemple, on a besoin de tokens, de clés. Ici, on n'en a pas besoin, donc on va les enlever. Donc, il y a un petit travail de dégrossissage, mais qui est quand même assez rapide. Donc j'ai des noms de requêtes qui ont été donnés tout seuls. Moi, j'ai pas trop demandé. Donc ça, par exemple, la première requête vers computer, ça va être home. La deuxième, ça va être, je vais l'appeler, je sais pas, search Mac. Ensuite, c'est l'ordinateur que j'ai choisi. Et ensuite, on va faire un petit post avec les paramètres du formulaire que j'ai envoyé. Donc c'est pas comme du Selenium où on clique sur un bouton et on fait une action. C'est vraiment des appels à HTTP dans ce cas précis, parce qu'il y a d'autres protocoles que Gatling gère. Et ici, hop, modify de mon ordi. Ok. Donc il y a trois choses, comme je vous ai, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a un protocole qui est défini pour notre simulation. On a notre scénario, donc quel est le parcours utilisateur, qu'est-ce que va faire l'utilisateur. Et on a le nombre de users qu'on va envoyer dessus. On peut commencer par 1000, c'est pas mal. Là, on va pas faire un test compliqué avec de capacité, on va juste envoyer des users déjà pour voir ce qui se passe. Alors, maintenant que mon scénario est fait et enregistré, il faut que je lance. Je vais retourner où j'étais tout à l'heure dans le dossier de recorder et je vais lancer l'autre exécutable qui s'appelle gatling.sh. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est assez gros. Il nous propose soit de quitter, soit de lancer une simulation locale, c'est ce qu'on va faire, soit de packager et d'uploader une simulation sur la version Enterprise. On verra le résultat de ce truc-là, mais on n'aura pas le temps de le faire.
on peut seulement packager une simulation sans l'envoyer ou on peut quitter. Donc moi, ce que je vais faire, c'est lancer la simulation locale. Je choisis 1. Il va scruter dans le dossier user file et il va regarder ce qu'il a comme simulation. Il y a la 0, c'est celle de démo, donc je ne vais pas y toucher. On va prendre celle que j'ai créée. Il me demande un commentaire, je peux mettre, bon, c'est dans cette simulation que j'ai mis 1000 utilisateurs, c'est optionnel. Mais voilà, vous pouvez mettre une petite description. Parce que derrière, vous pouvez changer les valeurs sur votre script. Et puis derrière, annoter pour vous souvenir qu'est-ce que vous avez changé. Donc là, on est en train d'exécuter la simulation. Il y a la petite barre qui va progresser. On va voir ce qui se passe. Dans quelques instants. Donc la simulation a été exécutée. Et maintenant, on a un petit fichier qui a été généré. C'est ce qu'on appelle un rapport ou un report en anglais. Ça marche pas parce que j'ai un espace avant. Classique. Ok. Donc là, on va pouvoir avoir quelques graphes. Un truc intéressant, c'est notre tableau avec nos temps de réponse. Alors pour les temps de réponse, on va utiliser les percentiles et pas les moyennes parce que les moyennes, ça reflète pas grand-chose. Par exemple ici, on voit que pour la page Home, on a 75% des users qui ont un temps de réponse en dessous de 1684. Donc ça veut dire que ceux qui sont au-dessus, 25% quand même des users, ils ont un temps de réponse supérieur. Et donc si par exemple vous utilisez de la moyenne, vous pouvez vous dire, c'est pas parce qu'il y a 90% de vos users qui ont un bon temps de réponse qu'il n'y en a pas 10% qui ont des temps catastrophiques. Donc avec ça, on va pouvoir le détecter. Ok. Donc ça c'est en local, mais en fait, la bonne pratique, c'est plutôt d'utiliser la version entreprise sur laquelle on va pouvoir comparer les différents runs. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est en production. Donc, on se log avec GitHub, Google ou ce que vous voulez. Ok, c'est pas au bon endroit que j'atterris. Donc on a une liste de simulation, ça ressemble un peu à des jobs dans Jenkins. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, je crois. Ok. Donc sur la version entreprise, l'intérêt c'est que par exemple on voit en direct ce qui se passe. On n'est pas obligé d'attendre la fin du test pour avoir le rapport. Donc s'il dure très longtemps, on peut voir ce qui se passe. Et puis peut-être arrêter le test si on veut. Donc si on regarde au niveau des temps de réponse, là on voit que à partir d'ici, on commence à avoir des temps pas terribles. On a par exemple 1% des users qui vont avoir 1 seconde 4 pour charger. Ce qui est pas terrible. Je mets peut-être un petit marqueur en faisant un clic droit. Puis alors à partir d'ici, c'est catastrophique. Là on a vous avez des temps de réponse de 21 secondes. Enfin ça va être timeout sur pas mal de monde. Et par exemple ici on a les erreurs. Donc c'est les erreurs que nous renvoie l'API. Mais si par exemple vous avez dans Dynatrace le suivi Dynatrace ou Prometheus, whatever, le suivi de vos erreurs, vous pouvez par exemple rajouter ici des headers et dire en value vous mettez prod et puis en clé vous mettez getling et comme ça vous pourrez voir ce qui se passe de l'autre côté et trouver vraiment la classe Java où il y a une erreur. Donc l'idée ça va être derrière de corriger ce bug et de relancer le test pour voir si les performances s'améliorent. Donc j'ai mis des marqueurs ici et on va aller voir côté des users. Donc ici c'est un test de capacité. Donc j'envoie au début 1000 utilisateurs, puis 2000, 3000, 5000, 6000. Et là on voit qu'à partir de, puisque j'ai mes marqueurs qui correspondaient aux performances, à partir de 3600 users, ça commence à avoir des ralentissements. Voilà, et à partir à peu près 4900, l'application elle est plus du tout utilisable. Donc avec ça, on va pouvoir détecter les problèmes de performance. Et on peut aussi faire des assertions. Les assertions, c'est quoi? C'est se dire, je considère que même si ça marche, c'est en erreur parce que le temps de réponse n'est pas acceptable. Sur la version Enterprise, on va essayer de se brancher sur la CI. Comme ça va se déclencher quand vous modifiez votre code ou quand vous promouvez une version pour qu'elle parte en test avant de partir en release. Donc c'est à vous de voir. Ok. Je sais pas combien de temps il me reste. Oh, j'ai le temps. Autre chose que propose la version entreprise, contrairement à la version que vous pouvez télécharger pour tester, c'est que on a introduit une fonctionnalité pour faire des simulations, mais sans avoir besoin de coder. En fait, c'est un formulaire sur lequel on va rentrer notre URL par exemple. On va dire, tiens, je veux un test de stress. Je veux qu'il dure 30 secondes.
Je veux 275 users. Je lui donne un nom, une team, et je le lance. Voilà, c'est parti. Il va mettre une minute à peu près à se lancer. Et comme ça, ça permet déjà d'apprendre à faire ses premiers tests de charge. Et puis aussi, pour vraiment les cas simples, on n'est pas obligé de mettre les mains dans le code. Bon, on va les laisser tourner. Je vais retourner sur les slides. Alors, Gatling supporte pas mal de protocoles. Il y a HTTP évidemment, mais il y a aussi les WebSockets, du JMS, du MQTT. Et puis après, il y a aussi des plugins communautaires. Donc, qui sont pas gérés par Gatling directement. Donc, on fait pas de support dessus, mais voilà, ils sont utilisables. Donc, si vous faites du Kafka, du gRPC, du Cassandra, de l'MQP, vous pouvez aussi les utiliser. Donc, sachant qu'on est en train de travailler sur un plugin gRPC, qui sera par contre géré par nous. Donc, ce sera pas prêt tout de suite. Je pense que ce sera dans le mois. En termes d'intégration, on supporte tout ce qui existe à peu près, en tout cas les plus connus en termes d'intégration continue, du Jenkins, du GitLab, etc. Comme on a une API qui est publique, en fait, tout ce qu'on peut faire dans l'interface graphique, on va pouvoir. Je sais pas si je peux revenir sur. Évidemment. Il y a un petit swagger. Et en fait, la plupart des actions qu'on a dans l'interface graphique, c'est pas le bon bouton. On va pouvoir les faire avec des appels API. Donc si vous pouvez récupérer votre liste de simulation, vous pouvez faire start, vous pouvez récupérer voilà, la liste des données disponibles. Donc en fait, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. C'est votre imagination qui va être un peu la limite à ce niveau-là. Je reviens là-dessus. Et alors pour la version entreprise, en fait, il y a plusieurs versions. Soit on utilise la version cloud, ou avec un système de crédit pour le paiement, et donc on peut lancer les simulations qu'on a codées en local, ou alors celle faite avec le formulaire que je vous ai montré juste avant. Et il y a aussi une version self-hosted que vous pouvez installer chez vous si vous aimez pas trop qu'on regarde vos datas, ou si vous n'avez pas confiance, ou peut-être que vous avez des données médicales par exemple et vous n'avez pas le choix. Et il y a aussi un mode hybride où c'est un peu le mix des deux. On a les données chez nous, mais il y a un petit truc qui tourne chez vous qui va nous permettre de rentrer dans votre SI pour derrière faire des tests de charge et ensuite nous donner les résultats qu'on va afficher dans la version cloud. Pour tout ce qui est référence, donc on a des tutos, on a une doc mais qui est hyper bien étoffée. Il y a une community, donc c'est un course, je ne sais pas de bêtises. Et puis vous avez la Gatling Academy. Alors la Gatling Academy, c'est un MOOC en fait, où on a plusieurs modules. Vous avez un module où vous allez pouvoir vraiment apprendre les bases du DSL Gatling, donc DSL Gatling en Java, en Kotlin ou en Scala. Il y a un module avec un cas d'application sur le e-commerce et un module pour les API, sachant que tout ça est gratuit. Il y a une certification pour laquelle on peut payer, mais voilà, c'est des vidéos où on apprend pas à pas à utiliser Gatling. Donc je vous encourage à aller regarder de ce côté-là. Et je crois que c'est fini. Donc je prendrai les questions si vous en avez. Merci beaucoup. Oui. Ah oui, j'ai oublié la simulation, c'est vrai. Effectivement, oui. Voilà, je me disais, j'ai oublié un truc, mais quoi? Oui. Elle est là-dedans. Je retourne sur ma liste de simulation. Et elle s'appelle Jog. Et elle était finie. Elle a duré 29 secondes. Je crois que j'avais dit 30 secondes. Je sais plus. Et on va pouvoir voir le rapport. Où j'avais dit que je voulais, hop, faire une courbe comme ça. Et voilà. On a notre résultat. On n'a pas eu d'erreur. Et alors en temps de réponse, il y a eu un petit pic. Et c'est redescendu. Donc après, on a injecté un certain nombre de users. Et ils sont pas tous injectés dès le début. Ils arrivent au fur et à mesure en fonction des stratégies qu'on a choisies.
Voilà, je peux vous montrer les autres onglets. Bon, là, ce qu'on appelle des groupes, c'est quand on veut grouper des requests. Par exemple, si là j'ai un petit exemple, mais si par exemple on a un très gros site, si on veut tester tout le module de login, bah, on va aller sur la page d'accueil, on va tester le login, on va essayer de voir si on change le mot de passe, on va essayer certains trucs. Ensuite, on va aller dans le partie account, on va voir les plusieurs pages. Et donc, bah, les groupes, ça permet de regrouper pour trier. Sinon, on a 50 requêtes, on s'y retrouve pas. Voilà, dans mon exemple, c'est un cas simple. Bon, les users, on a vu, c'est la liste des users. Les users avec leur arrivée. Les connexions, là par exemple, bah, c'est le site sur lequel connecter. Alors on a deux instances, donc bah, on n'a pas tapé sur les mêmes à chaque fois. Voilà, donc on peut trier comme ça. Le DNS, bah voilà, c'est le site qu'on a réglé. Et alors les load générateurs, bah, du coup on l'a lancé avec un truc à Paris, mais en fait on a la possibilité pour sur n'importe quel simu, on va pouvoir choisir plusieurs régions. Si votre application elle est interrogée par des gens qui sont tout le temps au Brésil, il vaut mieux peut-être pour avoir les conditions de prod avoir des gens qui viennent du Brésil. Je vous peux mettre autant d'instances que vous voulez d'ailleurs. Une, 10, 50. Ça crée des machines sur AWS, ça installe Gatling dessus, ça fait la simulation et ça éteint la machine. C'est assez simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors sur la version locale, on a les graphes comme j'ai montré. Par contre, c'est des fichiers. Il a disparu. Ah non, c'est que j'ai encore l'espace. On a accès aux graphes aussi. Il n'y a pas tous les graphes. Et il y en a une. Il y en a... Alors, le Swagger API, c'est pour interroger la version entreprise. Donc, tout ce qui est CI, c'est que sur la version entreprise. Mais déjà, en fait, sur la version voilà, que vous installez en local, vous pouvez déjà, pour tester un petit microservice, c'est suffisant. Si par contre, bah, vous êtes dans une boîte et que vous voulez intégrer à votre processus de CI les choses, bah, il vaut mieux prendre la version entreprise parce que vous êtes obligé de bâtir tout un truc et il y a des chances qu'on le fasse mieux que vous, que ça vous coûte beaucoup moins cher. De rien. Oui, je t'écoute. Alors, niveau prix, il y a trois plans. Est-ce que j'ai ça? Moi, c'est dans pricing. Je connais pas le site par cœur. Le plan Scout, ça démarre à 90 dollars par mois. Et voilà, puis on a des... En fait, une minute de crédit, c'est une simulation lancée pendant une minute avec un injecteur. Un injecteur, c'est le serveur qu'on utilise pour envoyer les données. Donc si vous prenez, vous avez besoin de trois injecteurs, bah, ça va coûter trois fois plus. Et en fonction du plan qu'on a, on a des fonctionnalités en plus. Par exemple, sur le premier plan, les fonctionnalités de CI, ils sont pas. Voilà. Et si vous voulez tester, de toute façon, c'est pas payant au début puisque vous vous connectez avec votre compte, vous inscrivez avec votre compte GitHub ou Google si vous voulez gagner du temps et puis vous avez le droit à des crédits gratuits, 60, donc ça fait quand même de quoi lancer quelques trucs pour tester. Voilà, bah après, en fonction du prix, plus c'est cher, plus on a de fonctionnalités forcément. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou peut-être qu'on va dépasser? Voilà, vous pouvez aller me voir, de toute façon, je pars pas tout de suite. Et si vous voulez des stickers, j'en ai plein. Voilà, ils sont gratuits aussi, même pour la version entreprise. Merci beaucoup.